Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce 31e épisode de Divergence, 31e déjà, avec deux petits nouveaux, vous allez découvrir. Alors, c'est pas véritablement des petits nouveaux, parce que vous les connaissez si vous suivez attentivement cette chaîne, mais c'est la première fois qu'ils viennent dans un épisode de Divergence. Donc, on va leur faire un grand accueil, avec des thèmes un peu touchy. On va les mettre un petit peu en difficulté, mais avant de démarrer tout de suite, vous le voyez à côté de moi, dans l'autre sens. Vous le voyez à côté de moi, il y a un petit cœur, il y a un +1, il y a une petite cloche. Ce n'est pas un message subliminal, ça veut dire que nous avons besoin de vous pour améliorer la visibilité de la chaîne et de nos vidéos. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne, ça prend 10 secondes, c'est gratuit. Faites un like sur cette vidéo, mettez un petit commentaire, écoutez, transférez et partagez ça avec vos amis. Et on va démarrer tout de suite. Petit jingle, on va revenir au jingle original parce que je sais qu'il vous plaît beaucoup, celui avec Marlon Schiappa. On va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh bien voilà, ils sont à l'écran, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Bonjour messieurs d'Amérique du Nord, Olivier, Samuel, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va bien, Alexis. Toujours en forme. Et Nicolas Mirkovic, Nicolas, comment vas-tu? Très bien, merci Alexis, et toi? Ouais, ça va merveilleusement bien. Si vous voyez autant d'experts des États-Unis, eh bien, là encore une fois, ce n'est pas un message subliminal. Ça veut dire qu'on va effectivement parler des États-Unis. Il n'y a pas de surprise. 90 jours quasiment. Alors, on a un peu triché sur les dates. Quasiment 90 jours de Trump. Est-ce qu'on a des premières difficultés pour Donald Trump qui semble quand même traverser une passe pour le moins tumultueuse? Alors, on a une tradition, on commence toujours par le dernier arrivé dans cette chaîne. Et donc, Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 90 premiers jours de Donald Trump? Au rythme où ça va, on n'a pas terminé de commenter l'actualité politique et économique des États-Unis parce que on apprend finalement que Donald Trump serait l'un des politiciens qui respectera le plus les promesses qu'il a avancées. Donc, très prévisible. Quand j'entends les gens me dire qu'il est imprévisible, au contraire, je trouve qu'il est très prévisible par rapport aux annonces qu'il avait faites avant sa campagne, pendant sa campagne et à la première journée lorsqu'il a été assermenté. Alors, pas de surprise, ok. Olivier, toi qui connais par cœur Donald Trump et la méthode Trump, ceci étant, je ne suis pas certain qu'il s'attendait à peut-être un petit peu autant, je dirais, d'opposition ou autant de résistance aux États-Unis, déjà dans la population. Bah écoute, à ta grande surprise, je vais rejoindre Samuel. Il n'y a absolument aucune surprise. Le mandat se déroule exactement comme Samuel l'a dit. Les gens qui suivent Trump depuis pas 4 ans, mais depuis 8 ans, savent exactement comment il fonctionne. Il a été élu par le peuple américain pour travailler pour le peuple américain, pour les intérêts des Américains. Ce que pense l'extérieur du pays, il n'en a rien à faire. Ce n'est pas son problème. Ce qui compte, c'est la protection du peuple américain. La résistance dont tu parles, moi, je ne la vois pas. En tout cas, pour l'instant, les démocrates sont complètement à côté, sont dans les choux. Il y a un sondage qui est sorti hier qui dit que le taux d'approbation des démocrates est tombé à 23%, ce qui est absolument dérisoire. D'ailleurs, je note qu'on n'entend aucune grosse tête démocrate contester quoi que ce soit de ce que fait Donald Trump. Ce qu'on entend, par contre, sont les médias. Les médias mainstream qui sont anti-Trump, qui, eux, salissent ce qu'ils font. Ça même, le bouchon a même été poussé très loin, puisqu'une journaliste de NBC a menti en disant que Trump, dans une entrevue, aurait été fâché contre Poutine, était très mécontent, etc. Or, on sait que c'est faux. Ça est sorti de sa bouche, mais Trump n'a jamais dit ça.
Concernant on va y venir, mais concernant les droits les tarifications, on va en parler après. Encore une fois, les médias tapent dessus, mais je ne pense pas du tout que c'est une mauvaise chose. Je pense que même Samuel en parlera mieux que moi, ou Nicolas, en termes économiques, c'est plutôt une excellente chose. Rappelez-vous toujours que Trump raisonne pour le peuple américain, pour les intérêts des Américains, pas pour les intérêts des Français ou des Canadiens ou des Russes, peu importe. Lui, son projet, c'est l'économie américaine. Et d'ailleurs, il l'a dit dès le début de son discours hier, il a dit « c'est un grand jour pour l'Amérique et le retour en force de l'Amérique ». Donc, je trouve que le bilan est plutôt très positif et je ne vois pas vraiment d'opposition, en tout cas en interne aux États-Unis. À l'extérieur, bien sûr, en faisant ce qu'il a fait hier, il a tué les mondialistes. Ça, c'est clair qu'il aura coupé l'herbe sous le pied de façon très brutale. Mais en Amérique même, je ne sens aucune résistance. Merci. Mirkovic, côté européen quand même, ceci dit, on n'a jamais eu une opposition aussi forte entre l'Amérique et l'Occident, enfin je veux dire l'Occident, l'Europe. Emmanuel Macron a pris la parole, on va pas mentir à nos auditeurs sur cette chaîne, on enregistre, on est jeudi soir. Emmanuel Macron vient de prendre la parole aujourd'hui, il fait du macronage en annonçant un retour de bâton terrible. Enfin bon, il fait du Macron. Il se passera rien, comme toujours, ceci étant, mais économiquement, est-ce que l'Amérique peut autant se mettre à dos de monde? Alors, il ne faut pas oublier que les Américains, en faisant ça, déjà, les premiers qui mettent à dos, ce sont des entreprises américaines qui ont fait le choix de délocaliser dans le monde entier afin de faire plus de marge et de distribuer cette marge aux actionnaires. Et cela s'est fait au détriment du travailleur américain. Donc, ce n'est pas pour rien que les États-Unis et le reste du monde occidental se sont désindustrialisés. On a le même souci en France. On a laissé partir à l'étranger nos entreprises et après, on va se plaindre du chômage, on va se plaindre des personnes qui ne sont pas formées en France pour l'économie d'aujourd'hui, mais on a laissé partir ces industries à l'étranger et on a ouvert les frontières à plein d'exportations, à des produits bas marché qui ont tué nos propres industries. Là, on prend tous nos textiles aujourd'hui en France et en Europe de l'Ouest, en tout cas, provient de pays asiatiques. Eh bien, cela s'est fait au détriment des industries françaises de fabrication de textiles. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas juste une attaque. Il ne faut pas voir ça comme une attaque contre des pays étrangers, mais d'abord, c'est dans une perspective de réindustrialisation des États-Unis. Évidemment, il va y avoir des dommages collatéraux parce que ce n'est pas que Apple qui fabrique ses téléphones en Chine ou au Vietnam qui va être sanctionné. C'est évidemment ces différents pays qui fabriquent du textile, qui fabriquent de l'électroménager, qui fabriquent des produits sophistiqués également, qui vont être touchés. Mais il faut garder à l'esprit que le pari de Trump est le suivant. Lui, il veut faire payer les importations pour pouvoir délester la charge sur les Américains. C'est-à-dire qu'il veut que les Américains, que la réindustrialisation des États-Unis redonne de l'emploi, recrée de la richesse pour les Américains. Il a même parlé, n'oublions pas, c'est quand même assez fort, il a parlé de revenir sur l'impôt sur le revenu, les différentes taxes et impositions qui ont été mises en place depuis le début du XXe siècle. Donc, on va voir jusqu'où est-ce qu'il va, mais son objectif, comme l'a dit Olivier il y a quelques instants, c'est de redonner de la richesse, de la prospérité, de la stabilité aux États-Unis. Que le reste du monde en souffre est le cadet de ses soucis. Alors, bien évidemment, il faut qu'il compose, parce qu'il ne peut pas être non plus le chat noir du mondialisme du jour au lendemain. Il va y avoir des déçus. Je pense notamment aux viticulteurs français qui exportent, par exemple, beaucoup de vin aux États-Unis. Et il y a des pans entiers de notre économie qui vont souffrir de ces taxes. Mais je pense que si on voit plus loin que ce que veut faire Trump, c'est un signe de démantèlement du mondialisme tel qu'on l'a connu, où certains heureux, ceux qui ont les moyens, arrivent à faire des montages financiers où ils gardent un maximum de marge, qui ne réinvestissent pas là où ils font des délocalisations, et cela se fait au détriment de nos pays qui deviennent des pays de consommateurs. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à suivre de près. C'est extrêmement audacieux. C'est extrêmement audacieux ce qu'il a fait. On va voir ce qu'il est capable de faire ou pas. On se souvient qu'il avait menacé le Canada et le Mexique de taxes qu'il n'avait pas appliquées. Là, visiblement, il va le faire. Donc, c'est fait. Donc, il va falloir regarder de très, très près les résultats de ces taxes supplémentaires. Mais plutôt que je pense, de pousser des cris d'orfraie, on ferait mieux peut-être de regarder ça et peut-être de s'inspirer parce qu'on voit bien les limites de ce modèle mondialiste qui profite de coûts
pas cher à l'autre bout de la planète et qui prive nos sociétés de l'emploi mérité. Et donc, du coup, il y a un rééquilibrage entre la force de travail, ce que nous produisons et ce que nous avons vraiment besoin d'importer ou d'exporter pour trouver, je pense, un équilibre plus juste au niveau mondial pour que les richesses soient mieux réparties. Samuel, la problématique finalement, c'est pas que Apple, par exemple, pour reprendre l'exemple de Nicolas, fabrique en Chine. La problématique pour Trump, c'est que finalement, Apple est localisé sa structure administrative d'achat en Irlande. Et qu'elle règle la question des taxes américaines qu'elle ne paye pas justement aux États-Unis en passant par l'Irlande. Trump a véritablement envie que ces sociétés se domicilient. Alors effectivement, il y a probablement, tu vas nous l'expliquer, probablement une volonté de réindustrialiser aux États-Unis, mais c'est surtout qu'en tout cas, ces entreprises payent leurs impôts aux États-Unis, là où notamment les GAFA, Olivier, tu m'as envoyé une vidéo qui est lumineuse de Charles Gave, qui nous explique qu'effectivement, les GAFA ne payent quasiment rien sur le territoire américain. Et c'est comme ça aussi pour beaucoup d'entreprises qui vont utiliser, par exemple, la marque de commerce qui est logée dans un pays où ils vont facturer une redevance minime, maximale, au maximum pour déclarer leurs bénéfices dans des pays où à faible taux d'impôt. Vous parliez de l'Irlande, et puis, mais il faut comprendre que c'est généralisé. On appelle ça de la planification fiscale agressive, bien qu'elle soit légale, elle est dommageable. Alors que lorsque vous décidez de vendre un produit sur un territoire donné, bien, si à la barrière, il y a quelqu'un qui prélève un impôt, une taxe, un droit de douane, appelons ça comme vous le voulez, mais ça revient à dire qu'il s'agit d'un frais, bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous esquiver parce que le bien est bel et bien sur le territoire et puis en pénétrant le territoire, automatiquement, il y a un compteur et le compteur va chercher cet argent-là. Donc, c'est un transfert de l'impôt des particuliers également vers l'impôt corporatif et pour les gens qui vendent. Donc, et puis peu importe le niveau de bénéfice qu'ils vont déclarer dans le pays dans lequel ils vendent ou par lequel ils transitent. Ça, c'est pour répondre réellement à un plan. En décembre dernier, Donald Trump a publié lui-même, il a fait une publication dans laquelle il démontre avec un tableau l'enrichissement américain avec les tarifs jusqu'à temps que les tarifs soient remplacés par l'impôt sur le revenu. Et je me suis servi de ce tableau-là pour prédire que Donald Trump était pour révolutionner la fiscalité de son pays. Bien que je ne sois pas d'accord avec le principe des tarifs, je comprends sa façon de travailler parce qu'il veut rééquilibrer tout ça. Et ce que ça va donner comme résultat, c'est qu'il y aura justement une relocalisation de certaines industries qui sont présentes aux États-Unis. Et ces entreprises, lorsqu'un siège social, lorsqu'une entreprise s'établit dans un pays, bien, elle a recours à des professionnels, elle a recours à des firmes de communication, elle a besoin sans doute d'être logée, elle dépense énormément d'argent également. Donc, et puis, point de vue politique, c'est très pesant, c'est très payant pour un politicien d'avoir une relocalisation, d'avoir un aménagement, d'avoir des entreprises, des industries qui reviennent dans certains États. Et donc, ça, c'est excellent, surtout pour un Donald Trump qui a décidé de travailler pour l'ouvrier, pour travailler pour le syndiqué, travailler pour le peuple, les gens qui paient leurs produits de plus en plus chers et qui voient les profits des industries pour lesquelles ils consomment leurs produits être délocalisés. Donc, pour quelqu'un qui veut comprendre ce que Donald Trump est en train de faire, il ne peut pas suivre juste les médias conventionnels. Il doit chercher plus loin les raisons qui poussent justement un président à refaire et à revoir toute la chaîne de distribution, la chaîne de production. Et il y a un mot qui est très important hier que Donald Trump a utilisé lorsqu'il a fait son allocution, c'est qu'il était pour construire de nouvelles usines. Et puis, ce que ça l'inclut, ce que ça laisse présager, c'est que les nouvelles usines qui seront construites seront très performantes, très robotisées. Elles vont pouvoir compétitionner
la terre entière et elles pourront, parce qu'on ne misera pas uniquement sur la force de travail des humains, une denrée qui coûte plus cher, par exemple, qu'en Chine, qui exploite son monde. Donc, ça sera très intéressant à suivre. Olivier, si on part un petit peu d'économie pour arriver sur le volant diplomatique, on voit quand même que, on en parlait notamment dans l'émission qui a été diffusée ce jeudi soir avec Michel Collomb, le conflit israélo-Hamas, c'est un échec quand même. Trump avait valorisé ça comme étant son premier grand succès. La vérité, c'est que c'est quand même pas une grande réussite. L'Ukraine, tu vois, je te lance des pics. C'est bien, t'aimes bien voilà, le contre, que tu vas les prendre. L'Ukraine, eh bien là, c'est pareil, ça devait être réglé en, je sais plus, 24 heures, je m'en souviens même plus, finalement. Bien entendu, ce sera probablement même pas du tout réglé en je ne sais pas combien de jours. J'en parlais tout à l'heure, il y a une tension qui se noue, notamment avec la question du Groenland, avec l'Europe, notamment avec la question économique, avec l'Europe, avec la Chine, sur Taïwan. Bon, là aussi, il y a peut-être aussi des débuts de friction. Je ne parle pas du Mexique, effectivement, de nos amis canadiens. Ça devient l'homme à abattre, et ce n'est pas forcément l'homme des grands succès dans ces 90 jours, non ? Écoute, déjà, je vais juste rebondir sur un truc économique que disait Nicolas. Je vais compléter ce qu'il disait. Deux choses importantes. La première, c'est qu'en plus des tarifs qu'il a imposés, il faut savoir qu'il a, en dehors de tous les tarifs, il a imposé 25% pour le monde entier pour l'importation des voitures. Ça, c'est important. Dans le monde entier, c'est 25%. Et l'autre chose qui est très marrante, on a parlé d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Macron ce soir, qui appelle appelle les investisseurs à ne pas investir aux États-Unis. Quand on sait ce qu'a fait Macron avec notre industrie française, avec Alstom, etc., c'est juste une foutaise. Ça montre à quel point Macron est totalement discrédité sur la scène. Il raconte tout et son contraire. Maintenant, pour répondre au point, entre guillemets, géopolitique, je ne suis pas du encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Premier point, la guerre en Ukraine réglée en 24 heures, tu comprends bien que c'est une image. Personne ne règle une guerre en 24 heures, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand il disait « je règle la guerre en 24 heures », c'est une façon de dire c'est un dossier prioritaire, je vais m'en occuper pour régler le problème. Là où je ne suis encore pas d'accord avec toi, c'est sur le conflit israélo-palestinien. Je pense au contraire que, bien au contraire, c'est en train d'avancer de façon assez forte et que le projet global qui est derrière la résolution du problème russo-ukrainien englobe toute la partie régionale du Moyen-Orient, parce que évidemment il y a l'influence russe dans cette région du monde, donc il y a un accord global. Mais n'oubliez jamais que la diplomatie, ça se fait pas ni sur TikTok, ni sur Facebook, ni dans la télévision, ça se fait dans des bureaux à porte fermée, et pas ce qu'on a vu quand Zelensky a fait le show avec Vance et Trump dans le bureau ovale. Et donc des négociations aussi importantes sur l'avenir du monde, ça ne va pas se faire en 3 jours, ça c'est pas possible, ça prend du temps. Contrairement, je connais ta position, je connais celle de Xavier Moreau, je pense que vous pensez que Trump va abandonner l'Ukraine, je ne crois pas du tout à ça, je pense qu'il va y avoir un accord global pour régler le conflit de façon permanente, ça n'engage que moi, mais c'est ma vision des choses. Et au niveau du Moyen-Orient, on voit clairement que, j'aime utiliser cette expression où quand Trump parle, il monte la main droite, mais c'est la main gauche qui travaille. Rappelez-vous la déclaration de Trump qui a choqué le monde quand il a dit que Gaza, on allait faire de Gaza la Méditerranée, quasiment genre le Club Med, etc. On sait très bien que ça, c'est une provocation et que pendant ce temps-là, il y a des négociations qui se font avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie et tous les pays avec Israël. Et j'avais même une théorie à l'époque dont je parlais, on verra si ma théorie est bonne à long terme. Je pense qu'il y a une entente, entre guillemets, cachée entre les Américains et les Iraniens, parce que les Iraniens ont besoin de commercer, ils ont besoin de faire lever les sanctions américaines pour négocier, pour pouvoir faire du commerce. Et une des raisons qui fait qu'on aurait éliminé, que les Israéliens ont pu éliminer les groupes comme le Hamas et le Hezbollah, je ne veux pas rentrer dans le complotisme exagéré, mais je pense que les informations sont venues probablement d'Iran. Elles ont été données des Iraniens aux Américains, qu'ils ont données aux Israéliens pour faire le travail. Tout service de secret israélien, puissant qu'il soit, n'a pas trouvé tout seul Nasrallah, n'a pas trouvé tous ces gens-là tout seul. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble d'imbrications des uns avec les autres qui font que l'idée de Trump, c'est de remettre en place les accords d'Abraham 2 pour créer le deuxième État. Maintenant, il y a un quid qui est un problème dans tout ça, c'est le cas de Netanyahou.
Comment il va se débarrasser de Netanyahou? Ça, c'est la grande question. Mais je pense que dans l'équipe, dans l'administration Trump, il y a des gens qui travaillent à ça et ils vont le sortir parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que Netanyahou est un vrai problème dans la région. C'est lui la cause. Si Netanyahou n'était pas là, je pense que le processus avancerait. Alors, est-ce que ça va être avec l'aide des Russes? Comment ils vont gérer ça? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense qu'au contraire, il y a une vraie paix mondiale vers laquelle veut s'en aller Donald Trump. Il faut jamais prendre au premier degré ce que dit Donald Trump. En aucun cas, qui a pu croire une seconde qu'il allait arrêter la guerre en 24 heures? C'est impossible, ça n'existe pas. Même dans un film, ça n'existe pas. Mais ça montre en tout cas, vous avez vu qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, et même avant d'arriver à la Maison-Blanche, il avait déjà entamé des discussions. Son objectif était prioritaire, c'était de régler ce problème-là et de régler le problème de la frontière aux États-Unis et l'économie américaine. Mais tu l'as dit toi-même, ça fait 90 jours ou 75 jours, je ne sais pas combien exactement il est au pouvoir. Ce n'est pas un magicien, le mec, il faut le laisser travailler. Et seul le temps nous le dira dans quelques mois. Moi, je prends Trump. Je connais ta théorie, je connais ta théorie, Alexis. Je prends Trump au mot. Alors, on va clôturer ce sujet. Nicolas, alors, 75, 80, 90 jours, on s'en moque. Ce démarrage, en tout cas ces 3 premiers mois de Donald Trump, politiquement, économiquement, diplomatiquement, est-ce que pour toi, c'est positif? La synthèse. En tout cas, il met en place ce qu'il a promis pendant les élections. Et ça, c'est une très grande différence par rapport à 2016, où je pense qu'il a vraiment cru qu'il était devenu l'homme le plus puissant du monde. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un État profond, qu'il y avait les médias, qu'au sein même de l'administration, on lui mettait la pression pour pas qu'il puisse mettre en place le programme pour lequel les Américains l'ont élu. Et là, on voit qu'il a, je pense personnellement, appris de cette leçon qui était une humiliation. Il a subi 4 ans extrêmement difficiles derrière où il a été accablé par la justice, par la presse. Il a subi un attentat quand même, au moins un, très sérieux. Et là, il n'est pas arrivé pour rigoler. Il sait en plus que normalement, on verra, lui dit qu'il pourra changer ça, mais il dit beaucoup de choses. Il sait que c'est son 2e et dernier mandat, normalement. Et il veut, on va voir s'il change la législation américaine. Et il s'est entouré de personnes pour mettre ce programme en place. C'est-à-dire qu'il a clairement les écuries d'Augias à nettoyer. La situation des États-Unis peut paraître brillante quand on regarde certains indicateurs économiques, quand on regarde la capacité à exporter du pétrole, des produits agricoles, quand on regarde le taux de chômage, quand on regarde la puissance financière, le PIB. Mais derrière, ça reste quand même un colosse au talon d'argile, avec un talon d'argile extrêmement faible, parce que derrière, il y a des problèmes sociétaux, sur le wokisme, il y a des problèmes sur entre l'élite. Je reprends le bouquin de Christopher Lasch sur l'élite et la trahison, la trahison des élites et la confiscation de la démocratie. La société américaine est malade, il y a des problèmes de santé, d'obésité, des problèmes de criminalité extrêmement importants. Et il est arrivé et tout de suite, il s'est attaqué au wokisme. Il a fait de l'immigration une cause nationale. Il met en place ces taxes, ces douanières. Il met tout ça en place, tout en même temps. C'est extrêmement osé, c'est extrêmement compliqué, complexe. Il faut le suivre, mais c'est ce pourquoi les Américains l'ont élu. Parfois, on est surpris par ça parce qu'en général, en France, typiquement, on va élire des présidents qui font tout sauf mettre en place le programme pour lequel ils ont été élus. Ils font plein d'annonces de Butler pendant leur campagne électorale, mais une fois qu'ils sont élus, ils ne touchent surtout rien et puis ils accusent l'Union européenne, ils disent que c'est trop compliqué. On a l'impression qu'ils découvrent la fonction une fois élus. Trump, lui, connaissait la fonction, il est en train de mettre ça en place. Et je pense que si on regarde cela à travers les yeux d'un électeur américain, ils doivent être contents. L'électeur américain doit être content parce qu'il voit que ça bouge. Les États-Unis ne vont pas bien et donc il faut assécher le marigot. Il faut changer la situation américaine et d'un point de vue social et d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. On verra quels sont les résultats de Trump. On verra. Mais pour l'instant, il essaye de bouger ça. Alors évidemment, pour le reste du monde, certains peuvent dire c'est difficile, c'est pas beau, regardez ce qu'il fait, il discute avec Poutine, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens de chercher la voie de la diplomatie plutôt que de la guerre. Ceux qui critiquent le fait que Trump négocie avec Poutine sont vraiment des barbares qui préfèrent voir des jeunes Européens s'entretuer plutôt que d'essayer de trouver une solution pacifique. Il ne faut pas oublier que la Russie est une puissance nucléaire, que Trump a tout à fait intérêt à renégocier, à négocier tout simplement avec ces grandes puissances. La Chine, c'est pareil. Je suis d'accord avec Olivier.
Trump fait beaucoup d'effets d'annonce. Donc, il va taxer la Chine, China, comme il dit lui-même. Mais derrière, il sait très bien que l'économie chinoise et l'économie américaine sont imbriquées, que du jour au lendemain, il ne peut pas se priver de toutes les importations de Chine et qu'il ne veut surtout pas priver les Chinois d'importer auprès des États-Unis. Donc, il va négocier. Et ça, c'est salutaire. Pareil, je ne lui fais pas de chèque en blanc. Je ne sais pas ce que les résultats vont donner. Mais le fait que des puissances nucléaires extrêmement importantes aient envie de discuter, de parler, de faire taire les armes, certainement pour se répartir des zones d'influence, ne soyons pas dupes, ils vont peut-être sortir à la fin avec un nouveau Yalta, mais s'il arrive à faire ça, c'est salutaire pour tout le monde. Je pense que le doux commerce de Montesquieu est quand même une voie beaucoup plus intelligente entre les grandes puissances que la voie des armes, et surtout des armes nucléaires. Donc, je pense que la voie qu'il prend est extrêmement intéressante, elle est prometteuse, elle va faire grincer des dents. Et nous, au lieu de nous plaindre, nous ferions mieux de nous inspirer et de se dire que dans ce monde multipolaire qui est en train d'émerger, où il n'y a pas que Trump, il y a ce que font les BRICS, il y a ce que fait la Russie, il y a ce que fait l'El Salvador, qui est un tout petit pays. Quand les gens disent « Ouais, les petits pays ne peuvent rien faire, regardez ce que l'El Salvador fait contre la criminalité. » Voilà, il y a plein de choses qui bougent, qui sont extrêmement intéressantes, et on ferait mieux de s'en inspirer. Et nous sommes dans un moment historique où chaque peuple peut reprendre un peu son destin en main. Et donc, profitons de ce moment-là, parce que je trouve que Trump ouvre des portes qui nous étaient fermées il y a encore quelques semaines. Et si tu me permets, Nicolas, j'aimerais te poser une question et t'emmener sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses comme moi qu'en fait, l'histoire parce que j'ai aimé le China, moi j'ai une vision plus globale. Je pense que le rapprochement russo-américain est beaucoup plus puissant que ça. C'est un rapprochement américain-russo, chinois-indien à terme. Donc on utilise un peu comme le principe de l'Iran, où on bouge le hochet de la bombe nucléaire des Iraniens, alors qu'en fait, tout le monde sait que l'Iran est surarmé, elle pourrait détruire la planète sans la bombe nucléaire. Mais en remuant le hochet de l'Iran, on peut manipuler la population. Et là, j'ai l'impression que le fait que les Russes et les Chinois se sont rapprochés, par le rapprochement américano-russe, c'est un rapprochement derrière avec des accords avec les Chinois et les Indiens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que Trump veut discuter avec tout le monde et trouver une solution, même avec les Chinois. Même avec les Chinois, on verra ce que ça donne. Mais lui, c'est pas pour rien qu'il insiste sur le Panama, le Canada et le Groenland. C'est le continent américain. Lui, clairement, il est en train de dire, voilà, comme les Américains l'ont déjà fait dans le passé, ça c'est leur zone. Il est en train de dire, voilà, ça c'est ma zone à moi. On va se répartir les rôles, on va répartir les zones d'influence. Et je pense que c'est ce qu'il veut faire. On va voir s'il réussit derrière. Peut-être qu'il est en position d'infériorité. Peut-être que les Chinois et les Russes vont dire c'est trop tard, il fallait faire ça il y a quelques années. Mais je pense que dans sa stratégie, il souhaite négocier. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires avant d'être un soldat, loin bien avant d'être un soldat. Donc je pense qu'il est complètement capable d'agiter le hochet de la guerre, de faire peur avec ça. Mais le passé nous l'a montré que c'est pas vraiment un homme de guerre et qu'il veut discuter. Et d'ailleurs, c'est dans son intérêt de le faire parce que les États-Unis, comme je le disais il y a encore quelques instants, vont mal. S'ils ne trouvent pas des solutions rapides au problème de pouvoir d'achat des Américains, dans 2 ans, il peut perdre au midterm. Et là, ça va être extrêmement compliqué pour lui. Donc, allez, messieurs, je vous sens tous les trois, pardon, je vous ai fait disparaître parce que je vous ai trouvé tellement amoureux de Donald Trump qu'à un moment, j'ai dit c'est insupportable, on est dans divergence politique. Il y a 3 passionnés des États-Unis et de Donald Trump. Bon, on va passer directement au thème numéro 2 en tout état de cause, la petite transition pub et le thème. Alors, la transition a un peu bugué, je ne sais pas si vous l'avez vu en entière, mais c'est pas très grave, on passe au thème numéro 2, qui sera plus court, parce que je vous ai senti extrêmement passionné sur les États-Unis. Malheureusement, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, il y a l'Europe aussi. L'Europe, est-on encore en démocratie dans cette Union européenne qui, après avoir annulé purement et simplement les élections de Roumanie, après avoir fortement magouillé, excusez-moi le terme, mais en Moldavie, après avoir quasiment tordu le bras, Nicolas, du président Vučić, l'Union européenne maintenant s'attaque à la France finalement et au parti nationaliste de Marine Le Pen. Messieurs, sans rentrer sur le fond du procès, est-ce qu'on n'est quand même pas à un moment sur une Union européenne qui n'a plus rien d'un espace de liberté?
Nicolas, tu as fini la parole, je te redonne la parole. Je ne voudrais pas faire un monologue et je ne suis pas un amoureux de Donald Trump. J'ai bien dit que je ne lui faisais pas de chèque en blanc, mais s'il pleut dehors et que Donald Trump dit qu'il pleut, je vais dire oui, il pleut. Donc voilà. Oui, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe, non seulement dans en Europe, et si on élargit au monde de l'OTAN, de l'atlantisme, il y a quand même aussi la Turquie qui a Erdogan qui fait emprisonner son principal opposant politique. Donc, je pense de nouveau qu'on est dans un monde qui est en train de changer. C'est extrêmement inquiétant. C'est vraiment très, très grave ce qui se passe en ce moment en Europe. Et il y a sur ces attaques liberticides, je rappelle même qu'il y a encore hier ou il y a quelques jours, Kirilo Molchanov, qui est un dissident ukrainien qui était en Pologne, a été appréhendé alors qu'il n'avait commis aucun crime par les autorités polonaises. Il a été remis à Zelensky, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, nous, on est censé être la patrie des droits de l'homme, de la liberté d'expression, et on arrête des dissidents, on les renvoie dans des pays où je pense qu'il va passer un sale quart d'heure, Molchanov. Donc, je pense qu'il va pas passer un quart d'heure, justement. Oui, ou peut-être pas du tout. Donc là, ces attaques incessantes contre l'opposition, et ça montre deux choses. Déjà, le pouvoir des juges qu'on a dans ces différents pays. Alors, c'est trop facile de dire que c'est le système judiciaire qui a décidé de cela, il n'a rien à voir avec l'exécutif. On sait que tout ça est faux. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent le débat des idées seuls, ceux qui veulent discuter, ceux qui croient en la démocratie. Est-ce qu'on a des raisons d'y croire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a des preuves tous les jours de plus en plus importantes. N'oublions pas en plus le Premier ministre slovaque Fico, qui est lui également, comme Trump, victime d'une tentative d'attentat terroriste. Donc il y a des attaques en bonne et due forme contre toujours le même camp, contre le camp des souverainistes, contre le camp de ceux qui veulent de la liberté, contre le camp de ceux qui veulent de la multipolarité, contre le camp de ceux qui veulent débattre et discuter. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, ce n'est plus une statistique, un épiphénomène, c'est une réalité. Il y a la volonté de faire taire ceux qui veulent changer ce système. Et comme ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Union européenne, ce sont ces atlantistes qui sont imbus d'eux-mêmes, qui pensent qu'ils ont tout compris, qui nous prennent pour des gueux, qui disent que pour trouver du boulot, il n'y a qu'à traverser la rue, qui n'arrête. Daniel Cohn-Bendit disait il y a quelques jours que les Gilets jaunes, c'était une manifestation de franchouillards. Mais qu'est-ce que c'est que cette déconsidération pour le peuple des franchouillards, des Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui sont comme ça attaqués par un nanti du système qui s'est fait passer pour un révolutionnaire mais qui bouffe à la même gamelle que tous ses potes milliardaires. C'est complètement scandaleux, quoi. Et ce système est malade parce qu'un système qui n'est pas malade n'a pas besoin de s'attaquer à son opposition. Il est assez confiant, il peut discuter. Et je pense que cela doit réveiller sérieusement les Français, quel que soit son camp, quelle que soit son opinion qu'on puisse avoir, notamment sur Marine Le Pen en France. Les attaques contre la liberté, vous savez, c'est le fameux poème Cuba. Et au début, ils sont venus pour un tel, mais j'étais pas un tel. Puis ils sont venus pour cela, mais j'étais pas de cela. Et puis à la fin, ils sont venus pour moi. Donc, quand on s'attaque à la liberté, il y a le devoir de l'ensemble des citoyens qui sont acquis à la cause de la liberté d'expression, de faire entendre sa voix, de descendre dans la rue, de manifester, de faire comprendre que nous ne voulons pas d'un régime autoritaire. C'est extrêmement inquiétant. Alors, à la fois, c'est inquiétant parce que, évidemment, ça veut dire qu'on va perdre. Il y a des personnes qui perdent de la liberté, il y a des personnes qui subissent de la pression de la part des autorités, mais la vérité, c'est que c'est un bon signe. C'est un bon signe, parce que comme je le disais il y a quelques instants, seuls les systèmes qui perdent les pédales, qui perdent leurs moyens, se sentent obligés de mener ce type de campagne, de politique, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer que la force, que la coercition, que la privation des libertés. Alors, profiter de ce moment pour reprendre la liberté. Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, j'entends ce que dit Nicolas, mais ceci étant, on ne voit pas, à part effectivement au niveau des populations, une révolte, et encore au niveau des populations, la révolte reste extrêmement modérée, mais on ne voit pas, même au niveau des gouvernements, notamment je pense au gouvernement italien de Meloni, on ne voit pas finalement un mouvement politique de ces souverainistes, de ces patriotes, appelons-les comme on veut, ça n'a pas d'importance, pour s'émanciper ou en tout cas se révolter par rapport à ce qui se passe. On parle de Marine Le Pen et du Rassemblement national, mais finalement le Rassemblement national dont on a entendu avant-hier, ou on a entendu cette semaine Thierry Mariani sur notre chaîne parler effectivement de ce qui s'est passé, il n'y a pas une révolte contre l'Europe plus que ça finalement. On a quand même l'impression que les partis sont
consentants de ce qui se passe. Alors, des fois, ils sont pas contents, mais bon, pas tant que ça, finalement, non? Bah, écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, je vais revenir sur ce que disait Nicolas. Déjà, premier point, on va revenir à 40 ans en arrière. Rappelez-vous que, en fait, tout le système est tenu par la gauche. C'est même incroyable quand tu penses à la France. 70% des Français sont à droite, mais les institutions sont tenues par les gauchistes et c'est eux qui décident de tout. On n'a même pas évoqué le cas. On a fermé 2 chaînes de télé en France, ce qui est quand même incroyable, dont la numéro 1 de la TNT. C'est juste invraisemblable. 9 personnes qui décident de ça. 3 juges qui décident d'empêcher la candidate du Rassemblement national de se présenter à l'élection présidentielle. C'est du jamais vu. L'histoire de Georgescu en Roumanie, la Turquie, etc. Et rappelez-vous qu'en 1981, Mitterrand disait il est interdit d'interdire. La gauche en 2025, c'est tu ne penses pas ou tu ne dis pas comme moi, il est autorisé d'interdire. Et il y a une telle lassitude des peuples, il y a une telle lassitude des peuples avec leurs problèmes quotidiens, etc., que les gens n'ont même plus ni foi ni envie de se lever. Et le système étant tellement puissant, même si tu te lèves, regarde l'exemple des Gilets jaunes en France, la violence par laquelle ça a été réprimé par le régime fait qu'il faut avoir envie d'aller se faire crever un œil, se faire éborgner, etc., par la police dans la rue. Donc, ça devient très compliqué. Mais il y a un mais concernant les Français, c'est qu'il ne faut pas oublier notre histoire. Nous, on est un peuple révolutionnaire. La cocotte minute peut bouillir. Le jour où ça va péter pour de bon, c'est très dangereux pour le régime. Faut pas l'oublier, c'est historique chez nous. La Révolution française, c'est l'histoire. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, la censure dont on est victime, la stigmatisation dont parlait Nicolas, etc., c'est absolument incroyable que personne ne se lève à chaque fois. D'ailleurs, je ne sais plus quel politicien français avait dit, il a dit de toute façon, tant que tout ce qu'on fait, de toute façon, tout passe. Donc, comme ils ont cette mentalité-là, que tout passe, que le peuple ne se soulèvera pas, ils poussent toujours le bouchon de plus en plus loin. Regarde l'exemple de ce qu'a fait Macron avec le kit de survie. Est-ce que tu vois le délire dans lequel ça va, on pousse le bouchon tellement loin, qu'on nous prend tellement pour des couillons, que la finalité de l'affaire, plus personne ne bouge. Et nous qui tenons un discours différent, qui n'est pas extrémiste ni quoi que ce soit, on te bannit, on censure les chaînes, on s'organise. Xavier Moreau parle de quelque chose de très juste. La répression est très bien organisée par le régime, par les systèmes privés. Par exemple, les banques. Les banques te bloquent ton compte. Donc, si tu travailles de façon différente, on va te vérifier tes fonds, etc. On te bloque, on te gèle les comptes. Ça a été fait d'ailleurs au Canada aussi pendant le convoi, pendant le système des camionneurs. Samuel pourra en parler. Mais là en Europe, le régime a délégué aux institutions privées le moyen de toute façon de te bloquer. Ils essayent de réformer le système des grèves pour pas qu'il y ait d'indemnisation, etc. Donc, tout est fait de toute façon pour te bloquer. Comment tu voudrais qu'un soulèvement populaire arrive par rapport aux différentes mesures qu'on subit? Les gens pensent trop à leur propre confort. Et il y a un autre point important, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. N'oubliez pas quand même que tous les étés et tous les hivers, il y a toujours 600, 800 ou 1000 km de bouchons sur les routes pour aller au ski et pour aller à la mer. Donc, de l'argent, il y en a encore. Il est mal réparti, mais il y a encore des gens qui ont des moyens qui font que le peuple ne se soulève pas. On est une minorité, mais la minorité grossit de plus en plus. On le voit avec la chute des médias, la chute de l'audience des médias mainstream et les gens qui vont chercher de plus en plus d'informations sur les réseaux alternatifs, les réseaux comme ta chaîne ou d'autres. Et on y viendra comme aux États-Unis. C'est ça, moi, qui me donne beaucoup d'espoir. Pensez qu'un président aux États-Unis a été élu grâce aux médias alternatifs. Il a boycotté totalement les médias mainstream. Mais on a 5-10 ans de retard en Europe. Et puis l'emprise de l'Union européenne aussi. Il faut penser la puissance. Vous vous rendez compte que Van der Leyen, une non-élue, décide pour nous. Elle est non-élue. Est-ce que tu l'as élue? Non, moi, je l'ai pas élue. Excuse-moi, c'est impératrice. C'est comment il s'appelle? C'est Sergei Lavrov qui l'a traité de fourreur quand même. Sur cette chaîne, on n'a pas le droit de dire de mal de Van der Leyen parce qu'on va avoir des très gros problèmes. Donc, on dit pas de mal de la reine alors. Impératrice. Elle est bien au-dessus. Elle est bien au-dessus. Samuel, quand même, ceci dit, j'entends ce qu'ont dit Nicolas, ce que disent Olivier. Olivier, tu disais justement que les gens essaient de s'informer par des canaux divergents. C'était le mot aussi d'Elon Musk qui a dit désormais vous êtes les nouveaux médias. Ok, une fois qu'on a dit ça, et en toute honnêteté, ça correspond à une population qui est plus mature, qui est plus peut-être plus âgée, mais quand on regarde notamment le sondage qui est sorti là il y a 2 jours en France sur les jeunes, quelle est votre personnalité préférée française?
sur les moins de 35 ans, messieurs, est-ce que vous savez qui est arrivé très largement en tête? Non, je me méfie de ces sondages, toujours. Moi aussi, je me Oui, méfie de ces alors sondages. tu as raison que les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est Attal. Donc, Ah si vous oui. voulez, on a quand même aussi une propagande qui marche et un avenir qui me paraît incertain. On parlait de personnes qui descendraient dans la rue. Est-ce que tu penses, Samuel, vu toi de loin, mais quand même avec ton expertise, est-ce que tu penses qu'en Europe et en France, alors Olivier a l'air de dire qu'on est des révolutionnaires, est-ce que tu penses qu'on a encore l'âme de révolutionnaire? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose ou est-ce que c'est déjà foutu? Bon, c'est sûr que c'est avec mon regard extérieur, très extérieur, là. Mais ça fait quand même 20 ans que je fais régulièrement des voyages en France. Et puis, pour assister à des discussions de salon, je peux vous dire que moi, je ne le ressens pas, ça, cette âme de révolutionnaire. Je ne sens pas ça du tout, du tout. Et puis, c'est certain que lorsque je remarque la politique, comment est-ce qu'elle se conduit en France, eh bien, je remarque certaines similitudes avec celles que nous avons et celles qui se conditionnent aux États-Unis. Je veux dire, de combattre les gens qui ont un discours qui est divergent, qui est différent. Donald Trump a eu à faire face lui aussi à la justice et puis on l'a accablé pour des soi-disant crimes que finalement tous les hommes d'affaires se prêtaient. Donc, quand moi je regarde ça, je me dis que non, je ne vois pas le peuple révolutionnaire tel qu'on me l'a enseigné dans mes livres d'histoire lorsque j'étais à l'école, au secondaire ou au lycée. Donc, moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Et la méthode maintenant pour s'objecter, la méthode maintenant pour se manifester, je la vois sur le web. Je la vois par des propositions comme la nôtre, comme des publications, des gens qui vont prendre leur micro, leur caméra et qui vont s'indigner. Mais c'est toujours limité comme impact là, quand même. Additionné ensemble, oui, mais c'est toujours très limité. Même dans le traitement, on va nous présenter, nous ici, Marine Le Pen, comme faisant partie de l'extrême droite. Je veux dire, même dans le traitement médiatique, je veux dire, on est malhonnête. Donc, Sachant qu'en plus, si je peux rebondir sur un truc que dit Samuel, il faut prendre en compte l'impact encore des ce qu'on appelle les téléjournaux, les journaux télévisés. Regardez encore le 20h de TF1, de France 2, même au Canada, les gens qui regardent la télé. Je veux dire, c'est énorme. Je lui avais donné un exemple, je disais, regardez un Idriss Aberkane qui a 1 200 000 followers, quand il fait une vidéo, etc., il va faire 500, 600, 800 000 vues. Mais à côté, si vous cumulez France 2, TF1, M6, juste ces trois-là, sur leur bulletin de 20h, vous cumulez entre 8 et 10 millions de personnes. Donc le rapport de force est complètement inégal. Mais ça va venir petit à petit. Aux États-Unis, il y avait ce rapport-là il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on voit bien qu'un Joe Rogan fait plus que CNN, fait plus que CNBC, etc. Mais on n'est pas encore là. En France, il y a encore énormément en Europe, il y a beaucoup de retard par rapport à ça. Alors, on en parlera sur la chaîne mardi, donc dans 2 jours. On en parlera avec l'eurodéputée Virginie Joron, justement, qui nous parle des systèmes qui sont en train de se mettre au sein de l'Union européenne, des systèmes de fact-checkers. Et bien entendu, on parlera également des associations type Open Society, etc. Et de la place qu'elles ont au sein de l'Union européenne, justement de la place qu'elles souhaitent aussi prendre, en plus de se développer au sein de l'Union européenne, notamment avec l'institutionnalisation de ces organisations de fact-checkers. Alors là, attention, appelons ça des organismes de censure, ça va être plus rapide. Nicolas Mirkovic, bon, la pomme est le verre est dans la pomme. Je dirais même la pomme est peut-être même complètement rôtie. Est-ce qu'on peut quand même s'en sortir? Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de reprendre le contrôle? Est-ce qu'il faut sortir? Je sais qu'il y a un débat, notamment au niveau des patriotes et des souverainistes, sur Frexit, non-Frexit, etc. Comment il faut faire pour sortir la France de ce marasme? Il faut reprendre sa souveraineté. Il ne peut y avoir de liberté sans souveraineté. C'est une règle de base. Et il ne peut pas y avoir de souveraineté s'il y a une autorité de tutelle au-dessus de nous. Moi, je pense que construire l'Europe, c'est quelque chose qui est intéressant.
dans un monde multipolaire, avec des dynamiques importantes de pays de plusieurs milliards d'habitants, avec une démographie africaine qui est assez importante, avec les États-Unis qui vont rester un pays très puissant. Savoir mieux travailler entre pays européens, c'est intelligent. Il y a un même espace civilisationnel qui va de l'Atlantique au Pacifique. Et évidemment, on inclut la Russie là-dedans. Pour autant, cela ne doit pas se faire au détriment de la liberté. On ne peut pas avoir des personnes non élues à Bruxelles qui nous imposent la taille de nos tomates, qui nous imposent des OGM, qui nous imposent des traités secrets négociés par SMS pour acheter des produits pharmaceutiques. Tout cela est contre la liberté, c'est contre nos principes. Donc, je pense qu'il est indispensable de retrouver la souveraineté et le plus rapidement possible. Il faut militer pour ça, il faut agir dans ce sens-là. On est dans une époque qui fait appel à ça. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces grandes puissances, et les pays qui s'en sortent aujourd'hui, et on peut parler de la Chine, de l'Inde, mais on peut parler de Singapour, on peut parler des Émirats arabes unis, on peut parler du Salvador dont je parlais. Ces pays-là ne se sont pas sortis avec des autorités au-dessus d'elles, de grandes unions, des grands marchés. Ce sont des pays avec beaucoup moins d'habitants que la France qui s'en sortent parce qu'il y a une volonté, et il y a deux choses dans cette volonté. Il y a la volonté de redynamiser son pays, de renouer avec des principes qui sont importants, et notamment le fait qu'on puisse trouver un emploi à chacun, une formation à chacun, et la sécurité et la stabilité, et aussi le fait que ces pays ont fait ce travail sur le temps long. Singapour n'est pas sorti des marécages du jour au lendemain. Alors, et c'est pas mon modèle, c'est pas mon idéal démocratique ou politique, Singapour. Je dis juste que c'est un petit pays comme Singapour qui n'existait pas il y a 100 ans est capable de sortir de où elle en est aujourd'hui. Je pense que la France, qui est une vieille nation depuis 496 au moins, et a les ressources nécessaires, la culture, les ingénieurs, les enseignants, tout ce qu'il faut pour reprendre cette liberté. On a connu des débats, vous savez, regardez la France dans l'histoire de la France, et on passe d'abîme en cime tout le temps. Là, maintenant, en revanche, il faut dire stop. Là, l'épisode de l'Union européenne et des projets supranationaux a été un échec. Maintenant, on reprend notre souveraineté. Et ça, c'est extrêmement important, et il faut militer dans ce sens-là. Allez, messieurs, on a été extrêmement bavards. On avait promis 30 minutes. On est à 47 minutes déjà. Donc, je sais que vous avez tous une activité à continuer. Et puis, le mot de la fin, finalement, de Nicolas Mercovitch, c'est la souveraineté. C'est des débats qui nous passionnent. Ça s'est vu ce soir. Les États-Unis, on reviendra dessus. La question de la dictature en Europe, oui ou non, pour un Frexit, on reviendra forcément 1000 fois dessus. En tout état de cause, 1000 fois. Merci, messieurs, d'avoir été dans ce 31e épisode de Divergence Politique. On retrouve la semaine prochaine Xavier Moreau, on retrouvera Tomasovic et toute l'équipe habituelle, avec une surprise, je vous le promets. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce soir, d'ailleurs. C'est qu'on vous prépare semaine prochaine une grande surprise avec Xavier Moreau. Eh bien, vous découvrirez ça. En attendant, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.